Non, parce que je sais que le sujet, quand on aborde spiritualité africaine, on pense toujours à des choses qui sont très, 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 très négatives. Sauf qu'on ignore majoritairement que la spiritualité, elle est surtout très scientifique à la base. Et trouve des preuves de ça. Bah oui, ok. Moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler, donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Énormément de migration. Donc moi, je sais que mes ancêtres, ils étaient du côté de l'Afrique de l'Est, ils sont descendus en Afrique centrale. C'était pas des Gaulois, tes ancêtres? Non, absolument pas. Alors pour moi, déjà, histoire rime forcément avec spiritualité. D'accord. Tous les peuples ont une histoire, tous les peuples ont leur spiritualité. Quand on parle, ne serait-ce que de l'histoire de France, quand à l'école vous abordez Louis XIV, etc., ou Clovis, machin, le baptême de Clovis et tout, on parle de religion, on parle de spiritualité. Bonjour V. Bonjour Junior. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es sur une chaîne internet qui s'appelle Talk Think Media. Je voulais t'inviter parce que tu as une école très intéressante et on va en parler. Mais avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter succinctement? Bien sûr. Bah déjà, merci à toi pour l'invitation. Ravie d'être là, ravie de pouvoir échanger avec toi. Donc moi, je m'appelle Vi Gomis et je suis la fondatrice de l'école Easy Collé. Donc c'est une école qui s'adresse aux enfants, donc âgés de 5 à 18 ans, et qui leur permet en fait d'apprendre tout ce qu'ils n'apprennent pas dans le système scolaire classique. D'accord, mais pourquoi les enfants de 5 à 18 ans? Parce que tu estimes que les adultes de 18 au-delà ne sont pas intéressés par l'histoire africaine? Non, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas intéressés par l'histoire africaine, mais moi, quand je regarde un petit peu dans mon enfance, on n'avait pas de cours d'histoire d'Afrique. Limite, bon, on sait qu'on est originaire de tel ou tel pays. Selon les familles, on parle plus ou moins la langue, mais en fait, ça s'arrête là. Et en fait, on se rend compte à l'âge adulte qu'il y a beaucoup de choses sur notre histoire, notre histoire de notre communauté, enfin de notre pays d'origine qu'on connaît pas, et au sens large sur l'histoire donc globale de l'Afrique qu'on ne connaît pas. Les choses dont on entend parler sur l'histoire africaine sont des choses qui sont très négatives, très péjoratives, et en fait, quand on fouille un petit peu, on se rend compte que c'est pas totalement la vérité, qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et je pense que de manière générale, si on avait eu ces choses-là pendant l'enfance, on aurait eu peut-être un parcours de vie un peu différent, ou en tout cas, ça aurait eu un impact plutôt positif en tant qu'adulte. Donc je me dis, pourquoi les enfants? Justement, pour pouvoir leur apporter ça dès le plus jeune âge et qu'ils puissent se construire en fait avec toutes ces informations. Mais personnellement, j'ai rencontré des adultes, mais vraiment beaucoup des adultes, y compris moi-même, complètement ignorants de l'histoire africaine. Pourquoi se limiter aux enfants alors que les adultes peuvent aussi en profiter d'une certaine manière? Parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. D'accord. Et éduquer un enfant et enseigner à un adulte, c'est totalement différent. Je dirais pas que c'est par facilité, au contraire, parce que quand on enseigne aux enfants, il y a vraiment beaucoup de challenges, mais les adultes, on a grandi, on a eu un certain nombre d'informations, on a intégré beaucoup de choses, beaucoup de schémas, beaucoup de biais, donc pour pouvoir leur apporter de la connaissance, ou voilà, il faut déconstruire tellement de choses. Et de manière générale, nous les adultes, on a un petit peu ce petit côté égo. Moi c'est bon, j'ai tel âge, je connais tout, je sais tout, j'ai plus besoin d'apprendre. Alors que c'est faux, en fait, on apprend jusqu'à la fin de notre vie. Donc voilà, moi j'ai décidé de me spécialiser sur les enfants parce qu'il y avait une demande. C'est quelque chose que je sais faire à titre personnel, donc toi, voilà. Personnellement, tu t'es intéressé à l'histoire africaine à partir de quel âge? J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire africaine, franchement, j'avais plus de 25 ans. J'avais plus de 25 ans et, vraiment, tu sais, tu vas avoir des petits trucs où, ah oui, j'aimerais bien savoir ci, j'aimerais bien savoir ça, mais bon, t'as d'autres préoccupations, enfin, c'est pas ta priorité. Et en fait, moi, j'ai des enfants. Et à un moment donné, quand mes enfants, du coup, mon fils aîné est rentré à l'école, donc je me suis dit, là,
j'ai besoin de lui transmettre des choses que moi-même je ne sais pas, que moi-même je ne maîtrise pas. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et là, j'ai vraiment commencé à prendre la chose au sérieux. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mais purée, il me manque vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses en fait. Donc si j'ai envie de transmettre, il faut déjà que moi-même je sois prête personnellement. J'ai rappelé une petite phrase de Malcolm X qui disait si tu es noir, tu es né en prison. Et est-ce que toi, tu estimes que le fait de ne pas connaître l'histoire africaine, surtout pour les enfants, sont-ils dans une certaine prison? J'aurais tendance à dire oui, parce qu'en fait, quand on ne se connaît pas, on ne peut pas être soi-même en fait. Et donc, on peut se connaître en tant qu'individu, mais nous, on est des Africains. Donc, si on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas l'histoire de nos ancêtres, notre lignée, etc., il nous manque une partie de notre identité, en fait, qu'on le veuille ou non. Quand on regarde d'un côté un petit peu plus scientifique, on va nous dire que notre ADN est composé de plus de personnes que le nombre de personnes qu'il y a sur la Terre. Je n'ai pas bien compris. Notre ADN est composé de plus de personnes. Oui. Donc je me prends moi personnellement. Dans mon ADN, il est constitué de plus de personnes qu'il n'y a de personnes qui sont présentes sur la Terre à cette heure-ci. Donc ça veut dire que dans mon ADN, j'ai mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si on remonte jusqu'à la nuit des temps, on peut quand même considérer que ça fait un nombre incalculable de personnes. Si on ne sait pas ça, ça veut dire qu'il y a une partie de notre identité, donc vraiment de notre ADN, qui est quelque part là dans les limbes. Et comment on fait en fait pour avancer? Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité. On a des traits de caractère, de personnalité qui sont conditionnés à notre histoire en fait. Donc voilà. Donc oui, pour moi c'est une prison de ne pas connaître son identité, de ne pas savoir d'où on vient, parce que comment on fait en fait pour vivre, pour pouvoir s'épanouir dans notre environnement, etc. si on ne sait pas qui on est. Et d'un autre côté, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quand on entend parler de l'histoire africaine, de l'histoire afro-caribéenne, on va commencer systématiquement par l'esclavage. Exactement. Donc ça nous enferme justement dans cette prison-là de se dire en fait nos ancêtres étaient des esclaves, donc ça veut dire que nous, par extension, on a hérité ça. On n'a pas de valeur, on est inférieur, on a une peau, c'est le démon, nos cheveux, c'est de la paille. Enfin, que ce soit conscient ou inconscient, finalement, on l'intègre. On l'intègre, ouais. Voilà. Et on reste enfermé dans cette prison où, justement, on a tendance à se sous-estimer. Et ça a un impact sur notre vie, en fait, que ce soit personnel ou professionnel, par extension. Mais l'histoire africaine, quand tu regardes, c'est immense, c'est énorme. Partant de l'Égypte, Royaume Congo, et ainsi de suite. Au vu je ne sais pas combien d'enfants qui sont inscrits dans ton école, mais au vu de la diversité d'enfants que tu peux avoir dans cette école, comment tu arrives à enseigner l'histoire? Tu enseignes en fonction des origines, tu enseignes en fonction seulement de l'histoire, ou comment tu arrives à gérer ça, en fait, personnellement? Alors, comme tu le disais, donc notre histoire, elle est extrêmement riche. Si on remonte vraiment pas très, 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 très loin, on va dire 300 000 ans. Donc ces 300 000 ans, il y a énormément de choses qui se sont passées, même si on n'a pas forcément toutes les informations, mais on a quand même un grand nombre d'informations. Nous, au niveau de notre école, on a plus de 30 origines différentes. Voilà, donc, c'est déjà ça, 30 origines différentes. Ah oui, c'est pas mal sur 54 pays. Facilement, ça peut être 30 histoires. Bon, exact, ça pourrait être. Ouais, ça pourrait l'être. Ouais. Sauf que quand on regarde un petit peu, donc, entre ces 300 000 ans et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a eu énormément de migrations. Oui. Il y a eu énormément de migrations. Donc moi, je sais que mes ancêtres, ils étaient du côté de l'Afrique de l'Est, ils seront descendus en Afrique centrale. C'était pas des Gaulois, tes ancêtres? Non, absolument pas. Non, il y a quelqu'un qui a voulu mettre ce mensonge-là dans la tête des gens, mais non. Mes ancêtres n'étaient pas Gaulois, mes ancêtres étaient bien africains. Et en fait, de par toutes ces migrations,
On se rend compte aujourd'hui, de par les études linguistiques, de par les études anthropologiques, etc., que il y a des similitudes entre des peuples d'Afrique de l'Est, des peuples d'Afrique de l'Ouest, des peuples d'Afrique centrale, etc. Moi, je vais prendre mon cas personnel. Donc, moi, je suis issue du peuple Mandjak, que l'on trouve en Guinée-Bissau, en Gambie, au Sénégal. Ouais. En termes linguistiques et même au niveau tout ce qui va être les traditions, la culture, etc., je vais avoir beaucoup de similitudes avec des personnes qui sont issues du Congo, par exemple, ou du Cameroun, bien plus qu'avec des personnes qui viennent du Sénégal, par exemple, donc d'autres peuples du Sénégal. Oui. Donc là où je veux en venir, c'est que au niveau des enfants, donc on va leur enseigner déjà des choses assez générales, vraiment pour qu'ils puissent se faire une idée. Les enfants, quand ils arrivent, non, je vais même pas aller dans ce sens-là. Quand on les regarde, on se dit ce sont des Africains. Ils ont la peau noire, ils ont des cheveux crépus, etc., plus ou moins. Donc, on ne va pas aller chercher, oui, mais en fait, lui, c'est un Djoula, lui, c'est un Serer, lui, c'est un Wolof, etc. On va vraiment regarder la globalité, se dire c'est un Africain. Et nous-mêmes, quand on arrive, on dit oui, je suis Africain, avant d'aller dans le détail, etc. Voilà, parce qu'on a cette image de oui, je suis un Africain. Ça reste un peu vague, voilà. Donc, on va de la généralité pour aller plus précisément. Donc, on va, par exemple, aborder des thématiques sur un peuple en particulier ou sur l'histoire d'un pays ou d'un empire, etc. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent se rendre compte que, en fait, ce qu'on m'a raconté là à l'école... c'est pas vraiment ça et ça va beaucoup plus loin et voilà. On a un programme qui alors de base on avait un programme en 3 ans, c'est devenu un programme en 4 ans parce que du coup les parents nous ont dit non, vous allez pas nous laisser comme ça là dans la nature, il y a encore plein de choses à apprendre. Voilà, donc un programme en 4 ans, on va avoir énormément de choses. Donc on a conçu notre programme en fait de manière à ce qu'il y ait une suite logique et chronologiquement, mais aussi d'un point de vue culturel pour voir en fait les choses, comment les choses ont pu évoluer à travers le temps, etc. Donc on va aller autant au plus loin qu'on puisse remonter jusqu'à aujourd'hui. L'idée, c'est aussi que les enfants comprennent que ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont les conséquences de ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 600 ans, etc. etc. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Mais aussi, est-ce que tu t'es définie en tant que panafricaniste et panafricaine? Je me définis à 300 000% en tant que panafricaine. Sinon, j'allais faire une école pour les enfants Mandjak comme moi et ça se serait arrêté là. Le fait est que en tant qu'Africains ou Afro-descendants, même de manière générale, on est tous confrontés à plus ou moins les mêmes problématiques. Oui. Donc, pourquoi se cantonner à un peuple ou un pays, etc., alors que on pourrait tout simplement s'unir et avancer ensemble, en fait, tout simplement. Moi, je suis Mandjak, mais comme je te disais, j'ai beaucoup de similitudes avec des personnes qui sont du Congo, du Cameroun ou peu importe. Pour moi, il n'y a pas de barrière, en fait. Donc, je me sentirais aussi à l'aise d'aller m'installer dans je ne sais pas quel pays d'Afrique que dans mon propre pays. Donc, oui, panafricaine à 100%. Moi, je suis convaincue que les Africains ont besoin de s'unir. Quel que soit le peuple, quelles que soient les frontières qu'on ait mis entre nous, etc. 100% panafricaine. Une question au-delà un peu de cela. Je rencontre aussi un type de personnes aujourd'hui qui commencent à se recentrer sur l'Afrique, chercher à connaître l'histoire de l'Afrique et qui ne veulent pas non plus se définir en tant que panafricanistes parce que à l'intérieur, il y a une forme d'extrémisme. C'est comme ça qu'elles abordent un peu les sujets. À l'intérieur, il y a une forme d'extrémisme. Alors, elles se ressentent sur l'Afrique, elles se ressentent sur l'histoire africaine, mais n'acceptent pas de se définir comme étant panafricaine, quoi. Après, sincèrement, je pense que ça dépend de chacun. On peut considérer qu'il y a de l'extrémisme
ou non. Pour moi, panafricanisme, oui. Se recentrer sur l'histoire, oui. Avoir une vision du monde afrocentrée, oui. Par contre, nous, ce qu'on dit, par exemple, aux parents qui viennent, qui inscrivent leur enfant, c'est que on n'est pas là pour édulcorer. On est là pour apporter une vérité. Donc, l'Afrique, c'était pas non plus le monde des bisounours. Il faut bien qu'on se mette ça en tête, et ça ne le sera jamais. On a eu de très, 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 très bonnes choses, et on a eu de moins bonnes choses. Donc, l'idée, c'est vraiment de rétablir une vérité aussi. Voilà. Donc, les personnes qui considèrent qu'il y a de l'extrémisme, hein, tout dépend en fait de leur point de vue. Si pour eux, aller dire que, moi j'entends souvent, oui, mais est-ce que vous êtes sûr que les Égyptiens étaient noirs, machin? Oui, mais vous voulez un petit peu noircir la Bible, etc. Bon, ouais, je sais pas si c'est un vrai débat, sincèrement. Je pense qu'on a d'autres choses. Ouais, c'est quand même un vrai débat aussi, je trouve. Personnellement, j'ai expliqué à quelqu'un. Imaginons, aujourd'hui, on connaît Emmanuel Macron. Caucasien, blanc ou brun, je ne sais pas. Et 300 ans plus tard, on vient, on nous raconte que Emmanuel Macron, c'était un noir. Il y a quand même quelque chose. Bien évidemment. Il y a quand même quelque chose. C'est un vrai débat aussi, en quelque sorte. Le fait de noircir ou de blanchir certaines personnes. Bien évidemment. C'est pour ça que je dis que c'est important de ne pas édulcorer. Il y a des preuves historiques qui attestent de certaines choses, et il y a des choses qui viennent de l'imagination. Donc, faut qu'on, nous aussi, on soit en mesure de faire la part des choses. Donc oui, si on a envie de dire qu'un tel était noir, faut qu'on arrive à le prouver en fait. Et si on n'arrive pas à le prouver, ça reste une hypothèse. Donc voilà, donc ça sur ce sujet-là. Après, si on rentre un petit peu plus loin, on a les preuves aussi justement que dans le sens inverse, il y a des personnages noirs historiques qui ont été blanchis à travers le temps. Donc moi, je me dis, ne rentrons pas non plus dans ce truc-là où on a envie de s'approprier ce qui n'est pas forcément à nous. On a déjà beaucoup de choses à nous. Voilà, n'allons pas transformer Emmanuel Macron en Somalien. Je vais vous embêter. Il y avait une polémique, c'est déjà passé, mais bon, on revient quand même. Des Gims qui disaient qu'à l'époque égyptienne, il y avait de l'électricité dans les pyramides. Est-ce qu'il y avait de l'électricité dans les pyramides? Est-ce que c'est cette histoire-là, si ça existait réellement, est-ce que c'est cette histoire-là qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui? Alors, moi, je n'ai jamais entendu ça, à part de la bouche de Gims. S'il l'atteste et s'il a les preuves, il faut qu'il les montre, tout simplement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il y a l'imaginaire, il y a ce qu'on a envie de voir comme une vérité, et il y a les preuves historiques. Si demain, on a, je sais pas, des archéologues ou autres honnêtes qui trouvent des preuves de ça, oui, ok. Moi, personnellement, j'en ai pas entendu parler, donc je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je me base vraiment sur les preuves qu'on a pu recouper, etc. Et qu'on peut se dire, oui, là, effectivement, je pense qu'à 90%, par exemple, on peut dire que cette chose est véridique. Donc, nous, par exemple, dans notre école, c'est pas quelque chose qu'on va aller affirmer aux enfants parce qu'on n'a pas du tout la preuve, en fait. Donc, c'est pareil pour les extraterrestres ou je sais pas quoi. On n'a pas la preuve. Donc, pour moi, ça reste à l'état de l'imagination tant que les faits ne sont pas établis. On n'a pas une preuve tangible de cette chose-là. D'accord. Revenons sur l'école. Quand on étudie l'histoire africaine, que ce soit les royaumes Congo ou ainsi de suite, on entre en profondeur, même dans les panafricanismes, je rencontre aussi des gens comme ça, ça tourne tout doucement vers la spiritualité. Parce que l'histoire africaine avait aussi sa spiritualité, à l'époque avait aussi sa spiritualité. Est-ce que quand vous enseignez ça aux enfants, ils ne demandent pas plus, d'aller plus que ça, parfois même à l'initiation de la spiritualité africaine? Alors, pour moi, déjà, histoire rime forcément avec spiritualité. D'accord. Tous les peuples ont une histoire, tous les peuples ont leur spiritualité. Quand on parle, ne serait-ce que de l'histoire de France, quand à l'école vous abordez Louis XIV, etc.,
ou Clovis, machin, le baptême de Clovis et tout. On parle de religion, on parle de spiritualité. Le roi, c'est quand même censé être un représentant de Dieu sur terre, donc on parle forcément de spiritualité. Dans tous les rituels, dans l'organisation de la société française de l'époque, elle était basée sur la spiritualité. Donc forcément, spiritualité et religion, faut pas que les gens commencent à me tacler, voilà. Quand on parle d'histoire africaine, c'est la même chose. La spiritualité africaine, c'est ce qui régit, et même jusqu'à présent, en tout cas dans les zones qui sont préservées, quand on parle d'histoire africaine, on parle forcément de spiritualité. Donc nous, les adultes, surtout qui maintenant, on a une génération qui se dit consciente, où on voit la spiritualité d'une certaine manière, on voit l'histoire africaine d'une certaine manière, les enfants, ils sont pas dedans. Les enfants ne sont pas dedans. Les enfants cherchent à comprendre. Ils ont juste besoin de sens. Donc, si on leur explique que dans, je sais pas moi, la cosmogonie Dogon, par exemple, ou chez les Bakongo, ou je sais quel autre peuple, ça fonctionnait de telle ou telle manière parce que on croyait en telle chose et que par conséquent, ceci, cela, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin dans le sens où ils comprennent parce qu'il y a du sens. La spiritualité africaine, elle a du sens. La manière dont on l'implémente dans l'organisation de la société, elle a du sens. Donc peut-être qu'ils vont aller poser des questions plus loin, mais on va pas aller parler d'initiation. Ça, c'est un truc d'adultes qui viennent se réveiller il y a 6 mois. Je veux être initié, etc., machin, alors qu'on ne comprend pas en fait ce que ça veut dire. Donc l'initiation des enfants, c'est justement les aider à comprendre la vie, tout simplement. Donc, voilà. D'accord. On peut aussi comprendre que la spiritualité et l'histoire et un peuple, c'est d'une certaine façon lié. Totalement. Mais on est ici en France, il y a des écoles juives, il y a des écoles musulmanes, il y a des écoles catholiques, il n'y a pas de... Bon. Je ne dirais pas qu'il y a une école panafricaine, mais il y a une école qui enseigne l'histoire africaine. Pourquoi on n'est pas en faire une école panafricaine, en quelque sorte? Alors, ça, sincèrement, c'est un objectif. Maintenant, je pense qu'il faut gravir les marches une à une. On sait qu'en France, effectivement, donc il y a d'autres communautés qui ont leurs écoles, etc. Nous, on doit trouver le moyen aussi de pouvoir s'implanter et d'être là en tant qu'école. Et j'entends une école du lundi au vendredi où on envoie nos enfants, etc. Nous, pour l'instant, on est sur du temps périscolaire. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les Africains sont prêts à envoyer leurs enfants dans une école où le programme, leurs enfants vont apprendre leur histoire. Moi, aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes pour qui connaître leurs origines, connaître leur culture, etc., c'est pas leur priorité, en fait. Donc, oui. Sur une partie de la population, mais aussi une bonne partie qui cherche à comprendre les choses. Oui, il y a une partie, c'est pas la majorité. Oui. C'est clairement pas la majorité. Et c'est vrai que, on a tendance à beaucoup se rencontrer entre nous, etc. Donc, on pense qu'on est beaucoup, on n'est pas beaucoup. D'accord. Ouais. On n'est pas beaucoup. Donc, oui, une école qu'on peut appeler panafricaine, une école, en tout cas, où on enseigne l'histoire et la culture afro-caribéenne, oui, très clairement. Maintenant, il faut que les conditions soient réunies aussi pour que ça puisse se faire. Quelles sont alors vos ambitions? Quelles sont les ambitions personnelles? Quels sont l'objectif aujourd'hui? Quels sont les projets en même temps? J'ai envie de te poser une question comme ça en général pour voir la vision dans sa globalité. Quoi. Alors, donc ça, sur cette partie école, vraiment en tant qu'institution telle qu'on l'entend aujourd'hui, ça c'est un projet, ça c'est clair. Maintenant, c'est un projet qui prend du temps. Donc, clairement, ce ne sera pas l'année prochaine. Ouais. On a aussi l'ambition de pouvoir justement s'installer sur le continent. Est-ce que tu l'as déjà testé? Il y a des blocages, il y a des... Oui, il y a des blocages. Il y a des blocages de
tous les côtés en fait, donc je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais et je dirais pas que ce sont des blocages, je dirais plus ce sont des challenges. Après c'est à nous de trouver comment justement on les surmonte, comment on amène les choses aussi. Surtout ça c'est très important, surtout quand on est en France. Donc voilà. Donc de la même manière, donc comme je disais, on a envie de s'implanter sur le continent et en fait c'est exactement pareil. C'est à nous de nous adapter aux réalités, de voir un petit peu comment les choses aussi sont perçues, comment voilà nous le fait qu'on arrive, comment voilà les gens voient les choses et puis trouver les points de convergence et faire en sorte que les choses puissent avancer. Donc ça sont vraiment les gros projets voilà qui sont là sur les prochaines années. Donc nous on enseigne l'histoire et la culture afro-caribéenne, mais pas que. Les gens pensent souvent d'ailleurs qu'on fait que ça, mais non. Et depuis le début d'ailleurs, donc on a commencé en 2020, l'idée c'est vraiment d'avoir une approche globale et donc comme je disais au départ, d'apporter aux enfants tout ce qu'ils n'apprennent pas à l'école classique et pourtant qui est impératif pour leur avenir. Quand on est dans les milieux panafricains, ou voilà, même sans être panafricain, on commence à s'intéresser un petit peu à l'Afrique. On se dit souvent, oui, mais en fait, l'Afrique, le problème, c'est l'éducation. Non, je t'arrête tout de suite, le problème, c'est l'économie. Non, c'est pas ça, le problème, c'est la politique, etc., etc. Donc, tout le monde a son point de vue. Moi, mon point de vue, c'est que notre problème, c'est tout ça en même temps. C'est tout. Et pourquoi on a ce genre de problème-là ? Parce que ce sont des choses qu'on n'apprend pas, en fait. On nous apprend pas, par exemple, à gérer notre argent. On nous apprend pas à avoir ce petit sens, je dirais pas nationaliste, mais presque. Tu vois, par exemple, quand on voit des personnes de diaspora asiatique, par exemple, ils restent profondément attachés à leur terre d'origine et ils ont cette notion de se dire ce que je fais, il y a une partie aussi qui va en retour à ma patrie d'origine. Et nous, on n'a pas ce truc-là, ou en tout cas, on l'a très peu, ou c'est quelque chose qui s'est perdu. Donc, on n'a pas même cette attache, j'ai envie de dire, du cœur, à se dire, oui, c'est chez moi, il faut que je contribue, etc., etc. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, un enfant à qui on apprend donc d'où il vient, un enfant à qui on apprend à gérer ses finances, parce que je pense que c'est pas un secret, même à titre individuel, sans parler de nos États qui ont des gestions financières catastrophiques, on ne sait pas gérer l'argent, on ne sait pas investir, on ne sait même pas qu'on a la possibilité d'investir, même juste un budget mensuel, etc. Pour beaucoup, c'est compliqué. Si on apprend ça quand on est enfant, on a 20 € d'argent de poche chaque semaine. C'est même pas le montant qui compte, c'est la manière de gérer. Si on sait gérer 20 €, on saura gérer 20 000 €, on saura gérer des sommes plus importantes. Mais nous, on veut beaucoup d'argent, on ne sait même pas gérer 20 €. Donc, tu vois. Voilà, ouais. Donc il y a ça. Il y a la santé. Pour moi, la santé, elle passe par la prévention. Donc la prévention, ça va être quoi ? Ça va être la manière dont on s'alimente, ça va être les produits qu'on met sur notre peau, etc. On sait que sur nos terres, il y a des produits qui sont fantastiques, que la nature, c'est une pharmacie à ciel ouvert, mais en fait, nous, on va aller consommer des produits transformés, et ceci et cela, et que ce soit en Occident ou en Afrique, parce que je pense même qu'en Afrique, on est les champions des importations de produits transformés, etc., que nous ne produisons même pas. Voilà, donc il y a tout ça, il y a tous ces aspects. Il y a, tu es un enfant de la diaspora, tu es né, tu as grandi en France, mais tu as un corps qui est particulier, tu as une mélanine, tu as des cheveux qui sont d'une certaine manière. La nature a conçu exprès pour toi des aliments, des produits que tu vas pouvoir utiliser sur ton corps, etc. Donc voilà, donc ça leur permet aussi d'avoir cette conscience-là. Et donc, on va avoir un nombre incalculable de choses, en fait, qui vont créer des synergies entre elles et qui vont faire en sorte que l'enfant, j'ai pas envie de dire qu'il sera prêt, mais en tout cas, il sera armé, en tout cas, pour pouvoir aller vers l'excellence quand il sera grand. Donc, voilà. D'accord. Une autre question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu as entendu parler de la discrimination capillaire ? Oui, totalement.
Alors ça, pareil, c'est une autre chose qu'on aborde. On va pas l'aborder dans le sens de « oui, alors les enfants, vous êtes des pauvres victimes, machin, machin ». Non. Nous, ce qu'on fait de manière générale, et aussi pourquoi apprendre son histoire, pourquoi apprendre qui on est en tant qu'individu, apprendre pourquoi on a des cheveux de telle manière, pourquoi on a une peau de telle couleur, etc. Et ça, nos enfants l'ont expérimenté, enfin en tout cas pour beaucoup. Quand on est face à des discriminations, c'est notre posture qui change tout. Donc la manière dont nous, on reçoit ces informations et comment on se défend par rapport à ça. Je vais te donner des exemples très concrets pour pour pouvoir illustrer. On avait une petite fille qui arrivait, donc c'était il y a 2 ans. C'était la seule fille noire de l'école. Et ouais, mais regarde, tu ressembles à ça, à ta peau, machin et tout. Mais le problème, c'était surtout au niveau de ses cheveux. Donc elle avait des cheveux très bouclés, etc. Elle est rentrée chez Easy Collé, donc elle a appris plein de choses. Donc nous, on fait des cours sur les cheveux, sur la peau. On fait même des ateliers sur, par exemple, les produits cosmétiques, et aussi comment prendre soin de notre peau, de nos cheveux. Elle a totalement changé de posture. Ah oui, en fait, j'ai des beaux cheveux. Je me rends compte que j'ai des beaux cheveux. J'ai appris à les apprécier et surtout, j'ai appris à en prendre soin. C'était une petite fille qui avait tendance, du coup, pour masquer ses cheveux, de tout le temps faire des tresses ou voilà, des choses qui sont, qui paraissaient en tout cas moins visibles, où on voyait moins son cheveu afro. Et là, dernièrement, du coup, la maman nous dit... on fait souvent des réunions en fait avec les parents justement pour avoir leur feedback et voilà, on co-construit vraiment chez Easy Collé. Et elle nous dit en fait toute l'année dernière elle n'a pas cherché à faire une seule fois de tresse. Elle était toute l'année avec son afro et en fait maintenant les gens ils sont là, ah mais trop beau tes cheveux, ah mais franchement t'es trop bien coiffée et tout. Ouais, quand on change de posture ça change aussi la donne. Donc, on fait face à des discriminations. C'est sûr et certain, il n'y a pas de débat dessus. Voilà. Maintenant, c'est à nous de choisir est-ce qu'on reste dans une posture de victime ou est-ce qu'on rehausse la tête, les épaules et on se dit « Ok, moi, je suis fière de moi, donc venez maintenant, je suis prêt. » D'accord. Pourquoi j'ai parlé des discriminations capillaires? Parce que j'ai assisté à une conférence dernièrement et j'ai rencontré une dame qui s'appelle Alban. Alors... elle s'est rendue compte que quand vous allez dans les salons de coiffure caucasiennes ou salons de coiffure occidentaux, je dirais, les coiffeurs ou les coiffeuses là-bas ne savent pas coiffer les cheveux afro, des cheveux bouclés ou on dit aujourd'hui des cheveux texturés, en quelque sorte. Et pourquoi? C'est parce que quand tu vas te faire former, quand tu fais ton CAP coiffure, on n'enseigne pas les cheveux texturés. Donc, quand on fait les tests, même quand tu es noir, même quand tu es aux Antilles, tu vas faire un CAP coiffure pour faire ton test, pour faire ton examen, tu es obligé d'avoir un modèle caucasien, uniquement caucasien. Donc aujourd'hui, elle se bat, cette dame, pour qu'on arrive à intégrer dans le CAP coiffure des cheveux texturés. Qu'est-ce que tu penses de ces combats? Alors, je sais que c'est un sujet qui est là depuis un bon moment, pour ne pas dire plus d'une dizaine d'années. Enfin, en tout cas, à partir du moment où moi, j'ai eu vent de ça. Je pense quand même que c'est un combat qui vaut le coup. Dans le sens où aujourd'hui on a un petit peu cette incohérence au niveau de la législation où les propriétaires de salons afro sont obligés d'avoir un BP pour pouvoir ouvrir, etc. Sauf que on ne leur apprend pas justement, comme tu disais, il y a pas, le cheveu afro n'existe pas en fait c'est même considéré comme étant des cheveux malades en fait. Voilà. On se rend compte de l'absurdité de la chose.
Donc se battre pour ça, c'est bien. Moi, j'ai vu il y a quelque temps que Kelly Massol, la fondatrice donc de la marque Les Secrets de Loli, donc qui est là pour les cheveux texturés, lançait du coup une école pour apprendre à s'occuper des cheveux texturés. Donc ça, je trouve que c'est génial. Je pense aussi qu'il faut on fasse nos choses. Il faut qu'on fasse nos choses. Est-ce qu'il faut qu'on fasse nos choses? Ou bien il faut que l'école ici intègre aussi nos choses? Non, c'est les deux. Il faut qu'on fasse nos choses. Donc je dis ça dans le sens où Kelly Massol a lancé cette initiative et c'est juste extraordinaire. Maintenant, oui. Mais sauf que ça sera compliqué pour que ça soit validé au niveau du ministère de l'Éducation. Voilà. C'est pour ça que je pense que le combat que la femme dont tu parlais fait, il est honorable. Et oui, à un moment donné... faut que les choses changent. Il n'y a pas que des personnes aux cheveux non texturés, comme on dit, même si j'aime pas forcément ce mot-là, mais il n'y a pas que des personnes aux cheveux raides en France. Donc, quand on veut faire une législation, il faut que cette législation-là aussi soit valable pour tous les cas de figure. Effectivement, il y a un député qui va proposer, qui fait un projet de loi là-dessus, sur la discrimination capillaire. Oui. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que toi aussi, tu travailles, tu as monté une école où tu enseignes l'histoire africaine. Quand on va en Afrique, par exemple, on apprend énormément l'histoire européenne ou l'histoire particulièrement de la France. Oui. Que ce soit au niveau des guerres mondiales, que ce soit sur les royaumes, les empires, avec des Louis XVI. On enseigne énormément. C'est vraiment intégré dans le parcours d'une histoire en Afrique, dans la plupart des écoles en Afrique. Et quand tu vas en Afrique, partout, il y a des centres culturels français. Oui. Alors, moi, quand je regarde ton école, quand je vois comment tu batailles pour faire asseoir cette école, je me dis, pourquoi, c'est une question, pourquoi ne pas aussi batailler pour que l'histoire africaine, dans sa globalité, en profondeur, soit aussi enseignée ici en France, comme on essaie de le faire avec leur coiffure? Ah, exactement. Exactement, tu fais très bien de me poser cette question-là. Moi, c'est clairement quelque chose sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Et quand j'en parle autour de moi... les gens te prennent pour une folle. Ouais, je suis une tarée. Mais c'est pas grave parce que je suis une tarée de base, donc c'est pas grave, sinon je ferais pas ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas de statistiques pour connaître le nombre de personnes d'origine africaine qui vivent en France, afro-caribéenne. Je pense qu'on a un bon paquet quand même. Oui. Ça fait des siècles et des siècles que nous sommes ici en France, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Ça fait 50 ans qu'on est là, non, c'est pas vrai. La France, son pouvoir, entre guillemets, c'est d'aller s'implanter un petit peu partout dans le monde, d'imposer sa langue, d'imposer sa culture et d'imposer son histoire. Alors, je dirais pas qu'il faille, je vais nuancer mes propos, je ne dirais pas qu'il faille imposer l'histoire africaine, mais en tout cas, il faut la mettre, il faut la vulgariser. Non, ce n'est pas imposé, c'est juste qu'il y a une partie de la population qui est là, que ce soit les Antilles françaises, parce que c'est des afro-descendants, exactement. Et j'irais même au-delà des Antillais, j'irais même au-delà des Africains. Pour moi, tout le monde doit connaître l'histoire africaine telle que nous la connaissons aujourd'hui et pas telle qu'elle est racontée de manière tronquée et biaisée. Et je pense aussi que à partir du moment où d'autres peuples auront accès à ça, la posture aussi changera. Exactement. Parce que ce complexe de supériorité qui sort de nulle part, voilà, je pense qu'on va être en mesure de rééquilibrer les choses. Donc, quand moi j'explique que les autres aussi doivent avoir accès à... Parce qu'après, il faut qu'on arrête aussi de croire qu'on habite sur une île déserte. Aujourd'hui, il y a Google. Donc, celui qui veut, il sait. Voilà. Donc, on a tendance à vouloir un peu garder notre histoire comme ça. Attention, parce que sinon, les autres, ils vont nous voler. Les autres, ils nous connaissent par cœur. D'accord ? On nous a étudiés pendant longtemps, etc., etc. Aujourd'hui, maintenant, ce sont plus certaines élites qui ont connaissance de cette histoire que nous, on essaye d'amener au grand public.
Et ben, la population, de manière globale, n'a pas forcément idée. Il faut que ce soit vulgarisé, en fait, et il faut que cette histoire africaine aussi, cette histoire africaine non biaisée, non tronquée, elle puisse aussi être enseignée dans l'éducation nationale. Moi, du coup, je travaille avec des professeurs de l'éducation nationale qui, individuellement, du coup, sèment des graines, etc. Après, malheureusement, c'est compliqué parce qu'il y a de la défiance. Pourquoi c'est compliqué? Oui, parce qu'il y a la défiance. Moi, je ne saurais pas donner la cause exacte, mais j'ai eu énormément de personnes avec qui je travaille, et quand elles verront ça, du coup, elles se reconnaîtront, qui travaillent ou ont travaillé pour l'éducation nationale et qui ont voulu apporter quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau de l'histoire ou même que ce soit au niveau de la pédagogie de manière générale. Et il y a toujours un blocage. Et on ne veut pas, et non, parce que ce n'est pas au programme. Et voilà. Donc la cause, je ne saurais pas... Non, oui, je comprends, ce n'est pas au programme, mais je pense, personnellement, quand je regarde ce que tu fais, quand je regarde cette histoire de la coiffure, quand je regarde la difficulté des enfants afro-descendants au niveau de l'école, le désintérêt des enfants afro-descendants parfois au niveau de l'école, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette histoire qu'ils n'apprennent pas, ils n'arrivent pas à s'apprendre eux-mêmes, pourquoi s'intéresser à l'école, quoi, en général? Parce que ça ne les concerne pas particulièrement. Évidemment. Enfin, tu arrives à l'école, on te parle de... Pardon, je coupe. Je me rappelle de l'histoire de Lilian Thuram, il a écrit ça dans son livre, où il va à l'école, et quand il commence à apprendre l'histoire africaine, et paf, c'est l'esclavage. Oui, mais c'est ça. Violence. C'est exactement ce que au lieu j'allais de dire. commencer par cela, il faut commencer peut-être en profondeur dans tout ce qui était évidemment. que vous enseignez dans... Quand on a des nouveaux parents, là, ça arrive de moins en moins, mais les 2 premières années, les parents arrivaient et nous, on explique. En fait, voilà, nous, on va commencer par ça, ça, ça. Sauf qu'ils n'intègrent pas, et au bout de 2 mois, oui, mais du coup, vous n'abordez pas l'esclavage. Ah. L'esclavage, dans notre programme, c'est en 3e année. D'accord. C'est pas une priorité. Ouais. Et en fait, malheureusement, justement parce qu'on a ce qui a été semé à l'école, hein, donc oui, histoire africaine, esclavage, obligatoirement. Systématiquement, il n'y a pas de débat, on ne pense pas à autre chose. Donc du coup, malheureusement, aujourd'hui, on est des parents dans la diaspora où on sait qu'à un moment donné, on va avoir des questions de nos enfants, mais d'où est-ce qu'on vient? Oui, mais mes copains n'ont pas la même couleur de peau que moi, je ne comprends pas et tout. Donc il y a cette discussion-là qui doit être amenée. Et malheureusement, la plupart des parents commencent par, oui, l'esclavage. C'est juste un traumatisme, en fait. D'accord. Donc quand à l'école, on vient et on est 1, 2, 3 noirs dans la classe, et que le professeur, et on en a eu des témoignages comme ça, le professeur commence, oui, du coup, l'Afrique, l'esclavage, la pauvreté, la corruption, les maladies, machin. Et en fait, tout le monde se tourne vers toi. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est quelque chose qui t'élève ou t'es fier? Et on te regarde parce que, ah, waouh, trop bien. Non, je pense pas. Et donc, on te colle une étiquette et toi, tu intègres ça intérieurement. Et c'est pour ça aussi que nous, on travaille beaucoup sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Et pour moi, l'histoire aussi, c'est un outil. Comment on fait pour se construire, pour avoir confiance, pour se sentir à l'aise dans un environnement quand on nous met en pleine figure, en fait, t'es un esclave. Hein. Voilà. Donc, et quand t'as des enfants, justement, qui ne sont pas africains, ou dans leur cocon familial, on a ces trucs-là qui sont répétés de génération en génération et transmis, où on considère que les Noirs sont... Ouais, laisse-les là-bas, ils sont inférieurs. Toi, avance. Et du coup, ces enfants-là, ils reproduisent ces comportements sur nos enfants à l'école. Comment on veut que nos enfants ils se concentrent et machin, et voilà. Alors oui, il y en a certains qui vont faire preuve d'une grande résilience et qui vont se dire justement, non, moi je vais me battre justement pour pas garder cette étiquette, et voilà. Je ne sais pas si c'est la majeure partie, et même si on a cette résilience, enfin, est-ce qu'on se rend compte quand même de l'origine de cette niaque, de l'origine de cette motivation
on a envie de réussir pour prouver à l'autre qu'on a de la valeur. Alors que nous, nos enfants, on leur apprend à avoir de l'ambition, vouloir aller vers l'excellence pour eux d'abord, et pas contre les autres. Oui. Voilà. Et on pose aussi, ça fait totalement la différence. Et moi, je le précise souvent, apprendre l'histoire afro-caribéenne aux enfants ou avoir des enseignements qui sont afrocentrés, je le fais pour nous. Je le fais pas contre les autres. Et ça change tout. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, il va falloir commencer par réfléchir comment créer un centre culturel panafricain. Je sais pas, peut-être, parce que pour enseigner cette richesse... Oui, ouais. et on a tendance... En fait, je sais pas. Moi, j'ai un avis mitigé un petit peu sur la manière dont on perçoit l'art et la culture dans la diaspora, principalement en France, et principalement à provenance des pays d'Afrique de l'Ouest. Quand on regarde un petit peu la période des décolonisations, on a eu tout un truc sur, l'art africain, machin et tout. Donc on a plein de penseurs, plein de poètes, d'artistes, etc. qui sont venus pour pouvoir exprimer l'art. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'on a encore une vision tellement coloniale de la chose, alors que l'art, la culture, c'est notre essence même, en fait. C'est notre essence. Et donc, on voit ça comme quelque chose d'un petit peu lointain, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ça. On voit quelque chose, comme quelque chose d'un peu lointain, où, c'est bien, on a des artistes chez nous, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais. Alors que tout à l'heure, tu le disais, la France a des centres culturels partout. Elle impose sa culture, elle impose sa langue, et nous, on n'a pas encore conscience de ça. Et encore une fois, si on a envie justement de revenir à qui nous sommes et de connaître notre identité, etc., les centres culturels, pour moi, c'est la base, en fait. Revenir à nos langues. Faut quand même qu'on se rende compte que... j'ai vu ça il y a quelques temps et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, c'est bien parce qu'il y a plein de structures qui se créent pour apprendre les langues africaines, donc qui sont créées par des Africains. Et c'est très bien et ça commence à bien marcher et tout. Mais d'un point de vue un peu plus académique, il y a peu de personnes qui le savent en plus, qu'on peut apprendre dans les études supérieures, ou même dès le lycée, prendre des options au bac, Bambara ou Wolof ou peu importe. On a quand même Tu ne te fais pas recruter par rapport à cela? Oui, non, mais c'est clair. C'est ça le problème aussi, en quelque sorte. Oui, mais est-ce que la condition de se faire recruter par rapport à ça, elle devrait être prioritaire? Moi, il y a quelque chose que j'ai adoré. Je travaille dans les ressources humaines et plusieurs fois, je suis tombée sur des CV de personnes qui sont nées en Afrique, qui ont fait une partie de leurs études en Afrique et qui sont venus ici pour faire leurs études de droit en l'occurrence. Et moi j'adore parce qu'ils mettent langue parlée, je sais pas moi, français, anglais, Mina, Wolof, etc., etc. Et j'ai été tellement fière de ça. Je me suis dit mais waouh, et il n'y a pas ce complexe. Et je pense que ce complexe-là, en tout cas de ces jeunes maintenant qui arrivent du continent, il y est de moins en moins, mais par contre, nous, enfants de la diaspora, même moi à l'époque, j'aurais jamais mis, je parle mandjak par exemple. Et ça, pour moi, c'est de la déconstruction. Et donc, pour en revenir aux langues, déjà, je pense qu'on n'a pas cette conscience-là. La langue, elle est pour nous. Hein. Elle est pour nous, elle est pour nos interactions avec les autres, elle est pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut parler aux enfants dès le bas âge, la langue Wolof ou... oui. C'est hyper important. Mais quand on va en Afrique, on voit des enfants qui grandissent là-bas, à qui on ne parle que français. C'est problématique. Ou anglais. C'est problématique. Pour moi, c'est très très bien de parler français. Je suis pas du tout contre le fait de parler d'autres langues, des langues occidentales. Au contraire, parce que pour moi, ça a une ouverture internationale. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2023, on n'est pas en je sais pas quelle année, donc il faut aussi qu'on vive avec notre époque. Donc oui, parler français c'est bien, parler anglais c'est bien, mais parler ta langue maternelle, ça n'a pas d'égal en fait. Donc pourquoi, et moi c'est quelque chose qui me fend le cœur,
je maîtrise plus le français ou l'anglais que ma langue maternelle, en fait. Et j'y travaille. J'y travaille parce que c'est une grosse frustration pour moi. Je me dis, non, c'est pas possible, en fait. Ouais. Je peux pas être là, penser même en anglais de manière très, 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 très fluide. Et quand je suis là, je pense dans ma tête, dans ma langue maternelle, il y a des trucs où je bloque. Non, ça, c'est un truc... Mais quand tu regardes ces comportements aujourd'hui, qui existent encore aujourd'hui, à qui la faute? Aux parents, aux politiques, à l'éducation nationale en Afrique? À qui la faute? À qui la responsabilité? À qui la responsabilité? Je préfère le mot de responsabilité. Parce que oui, on peut taper sur le dos de la France comme on veut. Mais aujourd'hui, là, qui prend la décision? Est-ce que c'est la France qui prend la décision que je parle à mes enfants en français ou dans ma langue maternelle, ou est-ce que c'est moi qui prends la responsabilité de me dire non, même si je ne maîtrise pas beaucoup, je vais apprendre de la même manière que je ne maîtrisais pas forcément mon histoire. Je vais apprendre, je vais continuer à acquérir des compétences, à vraiment me sentir plus à l'aise dans ma langue. Je vais transmettre à mes enfants. Donc oui, il y a un fautif à la base, mais qui est le responsable aujourd'hui? Et le responsable, c'est chacun d'entre nous. Si aujourd'hui nos enfants ne maîtrisent pas notre langue, ou si nous ne maîtrisons pas notre langue, on ne peut pas dire oui, non, mais c'est de la faute de ma mère, elle ne parlait que français. Ta mère, elle a fait ce qu'elle pouvait à son époque, elle a vécu dans un certain contexte. Aujourd'hui, c'est à toi de prendre cette responsabilité-là, de dire ok, je vais apprendre ma langue, je vais transmettre à mes enfants, même si je sais que dire bonjour et va me chercher de l'eau. Ben, je le dis, tu sais déjà ça. Et moi, par exemple, pour prendre l'exemple de ma mère, elle est donc arrivée en France. Il faut savoir que ma mère, donc elle est née, elle a grandi au Sénégal. Elle parlait parfaitement français. Donc ça veut dire que quand tu viens, tu la vois, tu penses que c'est une Antillaise. Elle parle très très bien français, elle était un peu claire de peau, donc elle passait très très bien. Ah, vous venez de la Martinique et tout? Non, pas du tout. Donc ma mère, elle parlait le Wolof, elle parlait le Mandjak, elle parlait le créole. Et donc quand elle a eu ma sœur et mes deux frères, donc ils étaient petits, ils maîtrisaient plus donc le Mandjak en l'occurrence que le français. Donc et particulièrement ma sœur, où elle arrivait à l'école, elle parlait Mandjak à la maîtresse tranquillement. Pour elle, il n'y avait pas de débat, tu vois. Il n'y avait pas de débat. Ouais. Et la maîtresse dit non, mais en fait, je comprends pas ce que votre fille a dit. Et ma sœur comprenait ce qu'elle disait en français, mais pour elle, c'était naturel. Il n'y avait pas de débat, en fait. Ouais. Le Mandjak, c'est ma langue. Je te parle dans ma langue. Et donc, ma mère se fait convoquer. Non, mais en fait, c'est pas possible. Il faut parler français à votre fille, sinon elle va pas s'intégrer, etc., etc. D'où le fait que après, elle a commencé à mettre le français à la maison. Et forcément, si tu pratiques plus une langue et que tu en pratiques moins une autre, forcément, voilà. Donc ça déséquilibre. Donc voilà le pourquoi du comment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche moi, ou qu'est-ce qui va empêcher ma sœur de dire bon, j'ai déjà quand même une base, si j'ai envie de m'améliorer, de retrouver le niveau que j'avais quand j'avais 4 ans, j'étais bilingue. C'est à moi, c'est pas ma mère qui est responsable, c'est à moi de le faire. Donc prenons nos responsabilités. Malheureusement, on a beaucoup tendance à accuser les autres. Oui, la France a fait ceci et cela, et ça c'est un fait, et c'est indéniable, et c'est un fait, il n'y a même pas de sujet. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous, à notre niveau, pour que l'Afrique soit dans la position dans laquelle on a envie de la voir, pour que nos cultures et nos langues aussi, on puisse se les réapproprier et qu'elles ne soient pas perdues, parce qu'on ne se rend pas compte, mais si on continue comme ça, nos petits-enfants, là, les langues africaines, c'est mort. Ouais. Ah. Tu as posé une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il y en a qui disent qu'il faut repartir en Afrique. Je suis mitigée. Je suis mitigée. Si on part tous en Afrique comme des colons, je vois pas l'intérêt. On a beau dire, on a beaucoup de personnes qui, même aujourd'hui en 2023, viennent avec une mentalité de colon. Je veux sauver l'Afrique. Il faut absolument. Je me suis réveillée hier matin et j'ai eu un flash et oui, il faut que j'aille sauver l'Afrique. Non, en fait, on va sauver personne en Afrique. On va pas sauver l'Afrique. On va juste semer les petites graines que nous on doit semer. Chacun va faire ce qu'il doit faire et c'est tout. Voilà.
Après, s'il y a des personnes qui veulent s'installer parce que elles se sentent plus à l'aise et voilà, ça c'est encore autre chose. Mais déjà pour moi, la chose principale, c'est si on veut y aller en tant que nouveau colon, c'est même pas la peine en fait, ça sert à rien. Exactement. On va là-bas pour apporter quelque chose, pour collaborer. Pour moi, c'est un esprit de collaboration. Et malheureusement, nous, la diaspora, on a une position qui est assez délicate. Ici, on n'est pas chez nous, là-bas, on n'est pas chez nous aussi. Donc, on a un petit peu, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Oui. Donc, on doit aussi aller là-bas avec de l'humilité. On apprend, on n'a pas les codes, on les apprend, on s'adapte. Le retour en Afrique, ça peut faire partie de la solution. Mais pour moi, je trouverais ça aberrant que tout le monde se dise « Allez, c'est bon, demain on rentre tous », ça n'a absolument aucun intérêt. On sait que la diaspora, de manière générale, pour toutes les communautés, pour tous les peuples, c'est un élément extrêmement puissant de développement. Donc, on peut retourner en Afrique et apporter de la valeur, etc. Mais aussi être ici et créer des choses et apporter de la valeur et, je sais pas moi, aller investir au Pérou et au Brésil, ou etc. Mais c'est vrai, quand on regarde les Asiatiques, c'est pareil. Exactement. Quand on regarde les Saoudiens, tu vas trouver un Saoudien qui est au Venezuela, tu sais pas comment il est arrivé là-bas, tu vois. Donc nous aussi, on doit avoir cette vision de, ok, et particulièrement la diaspora, aujourd'hui, on a quand même cette chance, on va pas se mentir, d'avoir des passeports qui nous permettent d'aller dans beaucoup d'endroits. Voilà. Donc, chose que nos frères et sœurs sur le continent n'ont pas. Malheureusement, il y a ces histoires de passeports. Ça dépend de la couleur. Voilà, c'est ça. Donc, soyons stratèges aussi. Soyons stratèges. Quand on regarde les pays qui émergent ou qui ont émergé vraiment de manière fulgurante, je sais pas moi, ne serait-ce que la Corée du Sud, la Chine, le Japon, etc., ils ont envoyé tous leurs meilleurs éléments partout dans le monde. Et on voit les résultats aujourd'hui. Donc, soyons stratèges. Très bien. On arrive pratiquement à la fin. Oui. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ton école, par rapport à ce que tu fais, par rapport à l'adhésion, aux inscriptions, si tu avais déjà quelque chose à dire là-dessus. Alors du coup, pour rappel, Easy Collé, l'objectif c'est d'apporter aux enfants tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir grandir de la meilleure manière possible. Donc on leur offre un enseignement qui est afrocentré, donc qui vient de l'histoire, la culture afro-caribéenne. Je précise afro-caribéenne, c'est très important parce que n'oublions pas nos frères et sœurs qui viennent des Antilles ou de l'océan Indien. On travaille énormément sur l'estime, sur la confiance en soi, parce que c'est la base. Apprendre Thomas Sankara, c'est très 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 bien, mais apprendre aussi qui je suis, quelle est ma valeur, quelles sont mes compétences, et voilà, ça aussi c'est hyper important. Voilà, donc on organise du coup des cours en ligne et également des ateliers en présentiel. Et là, cette année, les ateliers sont un petit peu particuliers. Donc, pour ceux qui nous connaissent et qui le savent, donc on a aussi une partie où on initie les enfants à l'entrepreneuriat et à la finance, notamment, donc à tout ce qui est investissement. Ah ouais, c'est énorme ça. Oui, et ils sont hyper talentueux. Il faut savoir que les enfants, ils sont ultra créatifs. Et il faut juste les mettre dans un environnement en fait où justement ils ont la possibilité de créer et ils font des choses magnifiques. Donc aujourd'hui on a un programme qui s'appelle Easy Startup. Et Easy Startup, donc c'est un projet pilote où les enfants décident eux-mêmes du projet qu'ils ont envie de créer. Et donc nous on les accompagne justement sur la gestion de leur projet. Et cette année ils ont décidé de créer un média en fait. Un média, exactement. Ah donc cool. Là, ils y travaillent. Vous allez avoir des nouvelles dans pas longtemps. C'est très bien alors. On est à la fin. Si tu avais un conseil à donner aux parents. Alors, avant de répondre à la question, il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que pour nous, et ça depuis le début, depuis le jour one où on a commencé, ce qu'on fait, ça n'a pas d'intérêt s'il n'y a pas de collaboration. Donc, avec les familles, donc avec les parents, avec les enfants.
Donc on tranche totalement avec le système scolaire classique, dans le sens où on ne s'impose pas en fait en tant qu'éducateur suprême et que voilà. Non, on intègre les parents. Si les parents ne sont pas là, en fait, ça n'a pas d'intérêt. On a mis en place à partir de cette année, enfin c'était déjà un petit peu dans les tuyaux depuis l'année dernière, parce qu'on en parlait beaucoup quand on faisait des lives ou des rencontres avec les parents. Là, depuis cette année, on a créé des ateliers parentalité. Donc en fait, les parents viennent en présentiel pouvoir discuter en fait de leur challenge en tant que parents. D'accord. Et ça, c'est juste extraordinaire. Franchement, j'en parlerai plus en détail sur mon compte Instagram et tout, mais c'est juste extraordinaire. Ça change tout et on revient un petit peu au feu, au centre du village, et puis on est là, on raconte un petit peu tout ce qu'on a besoin de raconter, et voilà, et on trouve de la collaboration, on trouve surtout beaucoup de bienveillance et d'entraide. Donc voilà. Donc si je devais dire quelque chose aux parents, ayez confiance en vos enfants, ayez surtout confiance en vous, et venez chez Easy Coder. Très bien. Dernière chose, 3 livres à conseiller à tous ceux qui nous regardent. 3 livres à conseiller? Ah là là, très bonne question. 3 livres à conseiller. Alors attends, il faut que je réfléchisse un petit peu. Ah, tu me poses une colle là. Alors, bon, je lance un pavé dans la mare. D'accord. Mais c'est pas grave, je vais assumer. L'une des séries de livres que je recommande, ça va être Cosmogenes Kamit de Kalala Mutunde. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis je lance un pavé dans la mare, vraiment. Là, ça va venir m'éclabousser. Pourquoi je dis ça? Quand même pas. Ouais. On reste... Non, parce que je sais que le sujet, quand on aborde spiritualité africaine, on pense toujours à des choses qui sont très, 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 très négatives. Sauf qu'on ignore majoritairement que la spiritualité, elle est surtout très scientifique à la base. Et pour moi, Cosmogenes Kamit, c'est un livre qui est profondément scientifique. Donc lisez-le. Je pense vraiment que c'est quelque chose aussi qui nous permet de déconstruire. D'accord. Les choses qu'on s'attend à avoir dedans, en fait, c'est pas du tout ça. Et on se rend compte que c'est très, très, très logique et que ça a beaucoup de sens. Même si, forcément, on va avoir des termes qui sont scientifiques. Donc, prenez votre petit dictionnaire à côté pour pouvoir comprendre vraiment. Oui, avancer, voilà. Alors ça, donc, je crois qu'il y en a 3 ou 4, si je ne me trompe pas. Deuxième livre que je recommanderais, c'est Civilisation et Barbarie. C'est ça, le titre de Cheikh Anta Diop, parce qu'on en apprend beaucoup, donc notamment que ce soit sur les Occidentaux, mais également sur l'Afrique, et ça je trouve que c'est une très 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 bonne chose. Il y a un livre que j'aurais recommandé, mais dont je ne me souviens plus le titre, c'est sur Hérodote. Je peux pas le dire parce que je me souviens plus du titre. D'accord, c'est pas. Et actuellement, tu lis quoi? Actuellement, en fait, j'écoute beaucoup de livres audio. D'accord. J'écoute les 48 lois du pouvoir. Les 48 lois du pouvoir. Oui, c'est ça, de Robert Greene. Très intéressant alors. Merci beaucoup, Vigomise. Merci à toi. Merci. À bientôt. À très bientôt.